mise en perspective. Je pense que M. Criqui reviendra sur la dimension économique, parce que je l'ai vu de lui des citations sur justement l'interrogation dans un sens comme dans l'autre, qui avait quand même une difficulté majeure de savoir ce que ça pouvait éventuellement rapporter, enfin, en plus ou en négatif, mais on reviendra ensuite. Je crois surtout, monsieur le directeur de cet noble institut m'a dit que des étudiants avaient préparé des questions, donc je crois que c'est le bon moment pour vous tendre le micro. Vous avez une ou deux questions? Si ça marche. Allez-y, allez-y. Bonsoir. Vous avez été plusieurs à parler de l'importance des villes pour la transition énergétique. J'aurais voulu savoir si vous pensez qu'il est possible de réaliser une transition énergétique ville par ville et pas au niveau de toute la France. Donc, première question. Est-ce qu'on prend la deuxième question tout de suite? Comme ça, déjà, M. Piolle, M. le maire, va réfléchir à la réponse. La deuxième question. Bonjour. Vous avez évoqué les solutions du biométhane en particulier, qui se développent un peu. Alors, moi, j'ai vu que c'était un carburant qui rejette que 25% de CO2 en moins que l'essence. Alors, je ne comprends pas comment on peut considérer que c'est vraiment un carburant d'avenir, en fait. Donc, la question est à M. Deproz, c'est ça? Très bien. Monsieur le maire va répondre à la première, mais si d'autres personnes ont des questions, essayez déjà de montrer votre main, comme ça je pourrai enregistrer au fur et à mesure les demandes. Alors, je vais faire une réponse en deux temps. D'abord, si je pensais que c'était forcément un échelon national qu'il fallait gérer ça, j'aurais plus qu'à me coucher sur le côté, je dors 6 ans et puis j'attends de voir ce qui se passe. Puisque moi, mon champ d'action, c'est la ville et la métropole. Donc, sinon, il aurait fallu que je m'engage politiquement à un autre échelon, si je pensais que c'était le bon échelon pour agir. On s'emballe pas. Il y a 5 ans, jour pour jour, je savais pas encore que j'allais faire de la politique, hein, donc je vous rappelle. Donc, il me semble que ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que le pari de dire qu'on va avoir une solution lancée d'en haut par des décideurs mondiaux, européens, nationaux, pour l'instant, on peut dire qu'on s'est planté. On peut le dire sur l'aspect économique et social avec le chômage et la situation de précarité dans l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest. Et on peut le dire sur les questions environnementales, puisque chaque rapport du GIEC vient nous dire que c'est pire que ce qu'on avait prévu et qu'on est plus en retard que ce qu'on avait promis de faire, qui était déjà pas assez. Donc, on peut dire que cet aspect-là, descendant, aujourd'hui on fait le constat qu'il marche pas. Le constat ascendant, de se dire qu'avec les moyens du bord, sans dire qu'on va sauver le monde depuis Grenoble, mais qu'on a un espace de travail, à la fois dans la production d'énergie renouvelable, à la fois, je vous le dis, dans cette question de sobriété, et qui d'autre que l'échelon local peut travailler sur la sobriété, aller toucher les locataires, les propriétaires, se poser des vraies questions en termes d'ingénierie financière, comment on fait pour trouver les 30 000 euros qu'il faut pour rénover un logement qui en vaut 70. Donc on a ces questions-là, donc ça me semble que c'est la bonne approche, puisque c'est une approche qui peut permettre de mettre en mouvement et qui peut permettre là aussi des alliances pragmatiques de terrain sur des objectifs communs. Donc il me semble qu'à la fois, parce que c'est l'échelon dans lequel je me suis investi, c'est évidemment pour nous ça a du sens, et le top-down a montré pour l'instant, on peut espérer que des situations particulières feront que tout d'un coup on va avoir un débat en 2015 et la session de Paris sera extraordinaire et qu'on en sortira tous émerveillés, peut-être, mais on ne peut pas faire ce pari-là, donc faisons déjà le boulot qu'on a à faire nous, il est immense, hein, les champs que j'exposais tout à l'heure, nourrir, comme le disait Yves tout à l'heure, le tissu local, tous ces acteurs qui foisonnent et qui foisonnent beaucoup sur le terrain grenoblois en termes de stockage de l'énergie, de transition énergétique, de débats sociaux autour de cette question-là, de tout ça. On a aussi comme acteur politique local à nourrir ce tissu-là et peut-être à réorienter des moyens qui étaient alloués aujourd'hui, des moyens des aides économiques, vers aussi ces aspects de transition énergétique
et de réflexion à la fois scientifique, technique, industrielle, sans verser dans le scientisme ou le technicisme, puisque dans les débats notamment sur le vecteur de la croissance, moi je garde en tête une conférence de Jean Covici qui faisait des jolies courbes en montrant l'évolution de la croissance et l'évolution de la consommation d'énergie par habitant, et qui montrait que c'était purement linéaire, et que si notre objectif c'est de consommer moins d'énergie dans le futur puisque nous y serons contraints, peut-être que du coup aussi ça nous amène à repenser la question de la croissance du PIB, et peut-être du coup nous repenser qu'est-ce qu'est le développement économique, et que finalement pourquoi est-ce qu'on travaille, et que donc là aussi il y a un petit champ à travailler, et qu'on peut travailler aussi au niveau local. Merci, M. Deprost. Alors pour le biométhane, pour le biogaz, simplement pour dire que le gaz, qui a plutôt mauvaise réputation quand il est naturel, doit être repris en considération. Il n'y a pas que l'électricité. Ensuite, pourquoi le biométhane? Parce qu'un certain nombre de produits biologiques, de biomasse, peuvent se décomposer en dégageant du méthane, mais qui se retrouvent dans l'atmosphère, ce qui n'est pas très bon. Donc il vaut mieux contrôler ce processus à partir de déchets agricoles, déchets de l'agroalimentaire ou de déchets ménagers. Donc ça, c'est très clair que c'est déjà plus vertueux de produire ce type de gaz que de l'extraire du sous-sol. Et ensuite, dans le méthane, alors non bio, il y a le méthane qui peut être fabriqué, produit en associant hydrogène et CO2 par le processus de méthanation, donc valorisation du CO2. Beaucoup de gens travaillent dans la région sur ce dossier, sur ces pistes. Et puis il y a l'hydrogène lui-même, qui peut être issu d'électricité verte, donc être hydrogène vert, et trouver des débouchés pour la mobilité, comme aussi pour la production de méthane. Donc j'ai parlé du pan gaz, parce que c'est vraiment tout un continent qu'on avait assez sous-estimé depuis de longues années, parce que qui disait gaz naturel. Et on voit maintenant qu'il y a une offre beaucoup plus variée, et qui est aussi une offre locale, en grande partie. Merci, M. Deprost. M. Demarliat, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, merci. Je voulais ajouter quelque chose sur ces deux questions. Bon, pour rebondir tout de suite sur le gaz, il y a quelque chose de très intéressant dans le gaz. Là, je parle à l'échelle européenne. C'est sa flexibilité. C'est-à-dire que pour changer le système électrique, notamment, aujourd'hui, il y a une base très, très stable. Une base, alors en France, c'est nucléaire, mais en Allemagne, c'est le charbon, ou en Angleterre, il y a beaucoup de charbon aussi. Il y a Pologne, beaucoup de charbon. Quand on brûle une molécule de gaz, on peut faire 1 kWh gaz avec 2 fois moins d'émissions de CO2 qu'1 kWh charbon. Donc le gaz a cette vertu, la double vertu. D'abord, ça émet quand même beaucoup moins de CO2 que le charbon. Alors c'est un moindre mal, ça en émet quand même, c'est sûr. Mais en plus, c'est beaucoup plus flexible, ce qui fait que ça s'adapte très bien avec les énergies renouvelables. On va vers un système électrique européen très renouvelable. En 2050, on sera à 90% renouvelable, décarboné, en Europe en tout cas. Mais seulement, ça va être extrêmement variable. Donc il va falloir beaucoup, quand même, des centrales à gaz pour pouvoir supporter ces changements. Il faudra aussi beaucoup de stockage d'électricité, ce qui est à développer. Donc ça, c'était sur le gaz. Donc la combinaison gaz renouvelable est intéressante. Et le deuxième sujet, c'est la transition énergétique. C'est pas seulement un changement de source d'énergie, c'est aussi un déplacement du centralisé vers le décentralisé. Et là, je dirais que le solaire, et en particulier, illustre très bien ce phénomène, puisque on va vraiment d'une multiplicité de producteurs. On parle de prosommateurs ou de consommateurs, c'est-à-dire que le particulier va devenir à la fois producteur d'énergie et consommateur d'énergie. Et ça, c'est un bouleversement complet. Et c'est là où les technologies de l'information vont apporter beaucoup, parce qu'il va falloir gérer. Il y a aujourd'hui en Allemagne plus d'1 million de producteurs d'électricité photovoltaïque. Alors on n'a pas encore ça en France, mais enfin il y en a déjà 300 000. Donc ça fait beaucoup de monde. Il va falloir gérer ça, il va falloir pouvoir alimenter son voisin en électricité. Donc, on va vraiment vers du décentralisé, et le solaire est un illustrateur de ça. Et alors la ville, c'est d'abord là où les gens habitent, c'est là où on consomme de l'énergie. Donc c'est absolument fondamental évidemment dans la transition énergétique. Et là, c'est là où il y a les toitures aussi, donc ça c'est intéressant pour la photovoltaïque parce qu'on peut équiper les toitures. Alors il n'y en aura jamais assez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver non plus, il n'y aura pas assez de toitures dans les villes pour alimenter la consommation de tous les. Donc il faudra quand même faire des fermes et produire de l'énergie autour des villes pour pouvoir alimenter les villes. Voilà. Et ça peut se faire notamment avec l'industrie, les toitures industrielles. Merci. Monsieur Criqui, un mot sur l'économie?
Ouais, sur l'économie, on peut poser à nouveau le problème à différents niveaux. Globalement, ce qui est important, c'est de savoir que si on n'agit pas pour contrôler ou pour limiter le dérèglement climatique, ça risque de coûter très cher. C'est le coût, ce qu'on appelle le coût de la non-action. Si on laisse les systèmes énergétiques se développer, malheureusement, je ne crois pas que nous allons manquer d'énergie fossile au XXIe siècle. Je pense qu'on a, sous forme de charbon, de pétrole et de gaz naturel, il y a des quantités très importantes dans le monde qui sont disponibles. Et je crois qu'il faut considérer que si on maîtrise les consommations et si on réduit les consommations de ces énergies, c'est avant tout parce qu'on n'arrive pas à contrôler les effets du déchet qui est associé. Le déchet qui est associé, c'est le CO2. Et c'est donc, ce n'est pas par la rareté qu'on va résoudre le problème du climat, c'est bien par des actions volontaires qui conduiront à ne pas consommer tout le charbon, tout le pétrole et tout le gaz naturel qui sont disponibles. Donc si on se laissait aller, je dirais, sur la tendance actuelle, on pourrait consommer pendant encore pas mal de décennies des fossiles et il serait peut-être plus cher. Le pétrole a beaucoup augmenté quand même depuis le début des années 2000, mais au total, ce serait une solution qui serait certainement la plus facile pour le développement des systèmes énergétiques. La difficulté, c'est qu'on risque d'en payer très cher le prix du point de vue des dérèglements climatiques et de leurs conséquences. Une des difficultés, c'est qu'on ne sait pas très bien mesurer parce que ça demande effectivement d'abord que les modèles climatiques soient beaucoup plus fins du point de vue des impacts, puis surtout, ça demanderait que les économies soient capables de calculer le coût des modifications sur les systèmes agricoles locaux, sur l'enneigement des stations de moyenne montagne dans la région de Grenoble. Bon, ça devient des choses extrêmement complexes à calculer. Mais globalement, si on engage des actions fortes de transition énergétique, c'est parce qu'on craint que les coûts du dérèglement climatique soient vraiment très élevés. Après, dans ces politiques de transition, la dimension économique, elle existe aussi de la manière suivante. On a en effet de très bonnes raisons de penser qu'actuellement, on ne fait pas assez d'efficacité énergétique. De même, on ne fait probablement pas assez d'énergie renouvelable. Et donc, il faut lancer des actions. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas assez ? Éric Piolle vient de le dire tout à l'heure, c'est que ce sont toutes des solutions qui demandent de l'investissement. Et on constate que les particuliers, les entreprises, malheureusement, sont en situation de rareté de capital. Et en effet, les entreprises, les particuliers ne font pas des investissements qui, du point de vue de la société, seraient tout à fait rentables. Mais ils ne le font pas parce qu'il n'y a pas l'ingénierie financière dont il est question. Et ça, c'est un point tout à fait crucial. Il faut arriver à débloquer les capacités d'investissement à long terme qui actuellement ne sont pas mobilisées. Toutes les solutions de transition énergétique sont des solutions intensives en investissement. Dernier point, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas être attentif à l'efficacité de l'investissement. En gros, la facture d'énergie d'un ménage en France en moyenne pour le bâtiment, c'est 1 500 €. 1 500 €. Ça veut dire que si on admet une rentabilisation sur 10 ans, on va pouvoir investir 15 000 €. Si on va jusqu'à 20 ans d'investissement, on va pouvoir investir 30 000 €. C'est à peu près les coûts que l'on constate aujourd'hui sur les investissements de rénovation. Il y a un point à partir duquel ça devient tout de même assez difficile de rentabiliser l'investissement. Il faut être attentif à ce point-là. Il faut bien doser les différentes options entre l'efficacité énergétique, la décarbonisation des sources d'énergie, en particulier l'électricité. Il faut bien doser les efforts et ça doit être, je pense, un souci constant dans l'effort de transition. Si on n'y prend pas garde aussi, on risque d'augmenter le coût et pour les ménages, ça va impacter aussi le pouvoir d'achat. Si on ne dose pas bien les efforts, ça peut impacter les coûts des entreprises. Donc il faut vraiment rechercher un pilotage efficace des différentes solutions et arriver à bien les combiner. Merci beaucoup. 2 questions. Première question, ici monsieur s'il vous plaît. Ensuite là-haut. Vous pouvez vous présenter juste brièvement. Oui. Je suis chef d'entreprise, 2 entreprises qui travaillent sur la transition globale et pas seulement énergétique. Et première remarque, transition énergétique, le grand défi européen, ce n'est pas uniquement un défi européen, ce n'est pas uniquement un sujet
européenne, mais aussi mondiale. Monsieur Kriki, vous avez dit que le dérèglement climatique va peut-être arriver, mais il est déjà là dans les pays du Sud. Dans les Himalayas, la neige fond, c'est la même chose dans les Andes, et ça a des impacts très importants sur la possibilité de continuer à avoir de l'eau potable pour des millions de personnes. Ma question concerne l'adéquation de notre pensée. Autrement dit, est-ce qu'on peut continuer à penser la transition énergétique dans le paradigme actuel? Je prends pour exemple une phrase qui a été prononcée par M. Demania. Vous avez parlé de la valeur, mais quand vous avez parlé de la valeur, vous avez pensé valeur financière. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où il faut aussi penser valeur sociale et valeur environnementale. Il faut remettre l'économie dans l'environnement. Sinon, on n'est pas dans l'équation. Pourquoi il n'y a pas de marché de carbone? Pourquoi ça s'est effondré? On n'en a pas parlé. Je ne sais pas si les grands groupes, aujourd'hui, compensent l'impact du CO2 qu'ils émettent. Deuxièmement, la semaine dernière, j'étais à une colloque entre les experts du GIEC et les experts qui travaillent sur la biodiversité. Et on n'a absolument pas évoqué ce problème. On sait que les océans sont en train de perdre les capacités d'absorption. Ça va continuer. Donc il y a des effets en boucle, des effets nocifs en boucle. Donc je crains que nous sous-estimons l'importance de ce problème. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un micro en haut? Je sais qu'il y a 2 baladeurs. Non? Là-bas, en haut. Monsieur avait levé la main depuis pas mal de temps. Qui voudra répondre à cette question? Monsieur Kriki? Monsieur Deprost? On prend la deuxième. Allez-y. Il faut attendre. Yes, please. Bonsoir. Good evening. Donc, depuis le début de cette table ronde, j'ai entendu le mot ruralité, j'ai entendu le mot efficacité énergétique, j'ai entendu le mot démocratie, j'ai entendu le mot commune, j'ai aussi entendu Monsieur le maire dire que quand on attend quelque chose qui vient d'en haut, de l'Europe, de la France, les fonds, cela tarde à arriver. Et je mets ça en relation avec le titre de la conférence, le grand défi européen. Alors pourquoi un grand défi européen si toutes les solutions qu'on a proposées ici, la décentralisation de l'énergie, le problème que représente l'intégration des énergies renouvelables et de la transition énergétique sur les réseaux globaux, pourquoi parler d'un grand défi européen plutôt que d'un grand défi rural où on placerait à chacun une responsabilité énergétique, où on aurait des régions qui promouvraient la transition énergétique par le biais de l'individu, et chaque individu serait poussé par sa collectivité, par sa commune, par sa ruralité, par sa région à instaurer une autoconsommation et à autoréguler sa consommation. Je vais deux mots là sur pourquoi européen. Là, c'est une conviction d'Europa Nova. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine européen. Je considère, alors après, on peut avoir un débat de fond et pas simplement sur l'énergie. Je considère que le niveau européen est le niveau le plus approprié aujourd'hui pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas suffisant. Monsieur Kriki l'a très bien développé au début, c'est-à-dire qu'il y a les différentes dimensions, mais je crois que c'est le niveau le plus pertinent et le moins difficile pour arriver à avoir et à parvenir à un certain nombre d'accords. Pour répondre à votre question de façon beaucoup plus précise, ça a été mentionné plusieurs fois, il y a le 3-20, le 20-20-20, qui correspond plus ou moins à ce que tous les pays européens, les 28 pays de l'Union européenne, se sont fixés comme engagement. La semaine dernière, enfin le 23 et le 24 octobre, il y a eu un Conseil européen à Bruxelles où il a été décidé du paquet énergie-climat pour la période 2020-2030. Si vous regardez le résultat, c'est un résultat, personne ne l'a dit, M. Kriki l'a mentionné très, très gentiment, mais c'est un résultat plutôt négatif, puisque un seul des 3 objectifs qui avait été demandé à la fois par le Parlement européen,
par le groupe des socialistes ou autres, a été obtenue et qu'on a défini des seuils à minima par rapport aux ambitions affichées. C'est-à-dire que c'est 27% au lieu de 30%. Et en tout cas, les deux derniers éléments, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais les deux derniers éléments ne sont pas contraignants. C'est-à-dire que les 28 pays de l'Union européenne, en raison notamment de l'opposition britannique et polonaise pour des situations énergétiques bien précises dans leur pays, n'ont pas voulu prendre des engagements précis, alors qu'il y a quelques années, on l'avait fait. Donc même au niveau européen, c'est pas si facile que ça. Donc vous imaginez bien qu'en dépit de ce que l'on a dit sur un accord éventuel entre les États-Unis et la Chine pour dire qu'il faut faire des efforts, qu'il faut réduire, etc., on n'y sera pas encore. Et vous verrez l'année prochaine, en dépit de ce que peut penser le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et estimer que la COP 21 sera un succès, c'est pas garanti. On n'y est pas encore. Et donc, et je suis très optimiste en disant ça. Donc, la réponse à votre question, c'est oui, certes, et on l'a vu avec Monsieur le maire, beaucoup de choses beaucoup d'actions peuvent s'entreprendre au niveau local, et c'est là que ça commence, mais ça ne suffira pas, parce qu'il faut d'abord de la coordination, il faut des incitations, il faut des réglementations, et que, à mon avis, le niveau national n'est plus suffisant. Après, on peut en débattre, et c'est un débat qu'on a pas simplement dans le domaine de l'énergie, qu'on peut avoir de façon générale. Moi, je considère, et c'est mon engagement, que déjà le niveau, si on arrive au niveau européen, entre 28 à se mettre d'accord, eh bien, on n'aura pas perdu notre temps. Je donne la parole à M. Deprost et M. de Marliap. Non, voilà, notre interlocuteur parlait de démarches rurales. Bon, c'est très bien d'avoir des démarches rurales au niveau local. Et d'ailleurs, il y a des démarches impulsées par la région Rhône-Alpes en faveur des territoires à énergie positive. Donc ça marche très bien sur des territoires qui ont des ressources hydrauliques ou biomasse, mais une agglomération qui comprend, qui plus est de l'industrie, a des besoins énergétiques très concentrés. Donc pour le moment, ces besoins ne peuvent être satisfaits que par des modes énergétiques classiques. Pour l'agglomération de Lyon, j'avais estimé qu'il fallait à peu près 700 ou 800 mégawatts pour faire face aux besoins en termes d'électricité. Donc, comme l'a dit le maire de Grenoble, tout ça va demander du temps. Il faudra équiper les toitures, changer les modes de transport, mais on ne peut pas développer le vélo, mais on ne peut pas avoir une vision rurale de la solution. Je voulais donner juste le point de vue des entreprises. En fait, on ne peut pas déconnecter la politique climatique et la politique énergétique des autres politiques, notamment de développement, de croissance et d'emploi. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une économie libérale où les entreprises sont en concurrence les unes avec les autres. Et donc, vous devez créer les conditions de la concurrence qui soient équitables pour tout le monde. Il faut que ce soit le même règles du jeu. Si, en un certain endroit, par exemple, si l'Europe s'engageait toute seule, même au niveau européen, mais si la France s'engageait toute seule à imposer des taxes carbone, par exemple, très lourdes à ces entreprises, elles détruiraient leur compétitivité par rapport à leurs concurrents de l'autre côté de la frontière, en Allemagne ou en Angleterre ou en Espagne. Et donc, elles fermeraient et vous perdriez votre activité économique. Donc, on est obligé de travailler au minimum à l'échelle européenne, puisqu'il y a beaucoup de compétition entre entreprises européennes. Et même l'idéal, c'est quand même de travailler à l'échelle mondiale. C'est même indispensable. Sinon, l'industrie européenne disparaît, ce qu'elle est en train de faire. Et elle croît au contraire dans le reste du monde. Donc il faut arriver à s'entendre au niveau international. Vous ne pouvez pas imposer un prix du carbone localement. Parce que voilà, les règles de la concurrence ne le permettent pas. Enfin, en tout cas, alors il faut changer le système, quoi. Mais, donc c'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'on doit travailler au niveau international. C'est pour ça que c'est un problème très difficile, le changement climatique, par rapport à d'autres problèmes environnementaux, comme par exemple le trou dans la couche d'ozone. Vous avez peut-être entendu parler de ça. On a réussi relativement bien à résoudre la question au protocole de Montréal. Avec un accord international, il y avait relativement peu d'entreprises concernées et ça ne touchait pas l'énergie. L'énergie, c'est le sang de l'économie, c'est ça qui rend l'affaire plus compliquée. Ouais, je pense que le débat, là où tous les échelons sont nécessaires, c'est que tout ça part d'un débat culturel. C'est-à-dire que si vous êtes ici ce soir, c'est que le GIEC, ça fait effectivement un paquet d'années qu'ils travaillent, qu'au début on disait que c'était des gentils beatniks et que finalement ce qu'ils racontaient c'était pas vraiment vrai. On a vu après toute la part des lobbies qui a fait que même sur la base alors que 99% des études scientifiques montraient que le dérèglement climatique avait plutôt une source humaine, et dans les médias c'était 50%.
50-50, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ça, c'était jusqu'à il y a 5-6 ans, c'était ça. À partir d'un ratio de publication scientifique qui était 99-1, on arrivait à des rapports médias qui étaient 50-50. Et donc tout ça, ça se fait bien par le débat culturel. Et donc l'Europe, elle contribue fortement en se saisissant de ces questions du débat culturel. De plus, on a Patrick a évoqué un moment les impôts, mais on a l'action publique, elle a des leviers incitatifs, mais elle a également, elle édicte des normes et des règlements. Elle choisit des impôts qui sont aujourd'hui historiquement qui étaient plutôt des impôts sur le travail et qu'on espère faire basculer sur des impôts de stock, à la fois des stocks de capitaux, mais également des stocks de matières et de matières premières, d'énergie, etc. Elle apporte des financements. Et donc ce débat culturel, il est primordial, et donc c'est bien là-dedans que l'on est. Et après, ça fait le pont, je pense aussi, dans ces normes et règlements, avec la question qui était posée là, sur le schéma plus général. C'est que le schéma plus général, dans cette réflexion sur les modes de vie, les 3 axes qui sont au cœur de notre action politique, que j'évoquais au départ, les besoins fondamentaux, le changement climatique et les 5 pénuries, et puis le sens de la vie. Tout ça, on cherche peut-être tous le sens de la vie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'on n'est pas juste des animaux économiques, et que tout ça, si on est juste une machine économique, ça n'a que peu d'intérêt. Tout ça, on a des alliés, je veux dire des alliés, je disais, qui n'étaient pas forcément naturels. On a aussi des ennemis, et il y a les groupes qui ont aujourd'hui des intérêts dans le jeu actuel, qui sont bénéficiaires du jeu actuel. Ils cherchent en permanence à freiner, édulcorer, récupérer, c'est le triptyque. Freiner, édulcorer, récupérer, c'est-à-dire que tant qu'ils peuvent freiner, je ne dirais pas que Total l'a fait pendant longtemps, mais on va dire que tant qu'ils peuvent freiner l'émergence de solutions qui sont naturellement en conflit avec leurs intérêts propres, c'est bien normal, ils les freinent tant qu'ils peuvent. Une fois qu'ils voient qu'ils peuvent pas freiner, qu'ils peuvent plus freiner, ils reculent la barricade de 50 mètres ou de la distance la plus courte possible, et ils cherchent à édulcorer par tous les moyens possibles l'évolution. Et une fois que tout ça a basculé, parce qu'on a basculé dans un nouveau monde, ils le récupèrent et ils commencent à en faire quelque chose de positif. C'est une vision c'est pas forcément celle qu'exposerait mon voisin, mais c'est aussi c'est la vision, ce triptyque que moi j'ai vu, que je vois à l'œuvre dans le monde politique. On freine, on édulcore, on récupère. Et donc la question du débat culturel, c'est de dire comment est-ce que ces épisodes de on freine, on édulcore, on les fait le plus court possible pour qu'on aille directement sur récupérer, et qu'on aille directement se dire de comment est-ce que vous allez être l'acteur du monde de demain, et bien qu'étant les bénéficiaires objectifs du monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est notre question, on prend pour les groupes, mais c'est notre question à nous, d'un point de vue plus humain, en tant que citoyen du monde, de dire qu'on est aujourd'hui les bénéficiaires objectifs des règles qui sont édictées. Comment finalement on se met en marche pour se dire qu'on saute l'étape, on freine, on édulcore, puisque effectivement on est bien content d'avoir le mode de vie qu'on a, et qu'on est très triste qu'il y ait 1 milliard de gens qui n'aient pas accès à l'énergie. Mais bon, finalement, on va quand même continuer à recharger notre iPhone, à regarder ce soir un petit film avec des copains, et puis à se dire que quand est-ce qu'il neige, parce que comme ça on pourra aller au ski. Donc je suis sûr que vous y pensez là, avec le temps qu'il fait. et donc on est bien dans cette logique-là, et donc le débat culturel pour moi il est fondamental pour sauter directement à l'étape d'après, de se dire comment on construit un monde de demain dans lequel il y a le plus de gagnants possible, sachant qu'il y en a forcément les grands gagnants d'aujourd'hui sont forcément un petit peu perdants demain, par rapport à la situation d'aujourd'hui. Mais ils auront encore de quoi vivre. Monsieur Criqui, vous voulez faire... J'espère que vous avez tweeté, on freine, on édulcore, on récupère... Non, quelques mots d'abord pour dire que le niveau européen n'est pas du tout contradictoire avec le niveau local. Il y a eu il impulse parfois, voilà, il y avait la convention des maires qui était effectivement, qui est toujours une institution qui permet de créer un club en quelque sorte des maires qui sont en faveur d'une action forte pour le changement climatique. Donc c'est en interaction entre les différents niveaux. Pour répondre à la question sur le paradigme, c'est une bonne question, et elle est pas du tout évidente, mais est-ce qu'il faut d'abord changer le paradigme pour résoudre le problème, et comment dans ce cas-là, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'appuyer sur des constats scientifiques qui, bien qu'incertains, je dirais, parce qu'il y a toujours une marge d'incertitude qui demeure, mais néanmoins
Ce que nous disent nos collègues spécialistes du climat, c'est qu'il y a vraiment la constitution d'un certain nombre de savoirs. Il y a un consensus scientifique, en effet, je ne sais pas si c'est 99 ou 95, mais ça n'a pas d'importance. Le consensus scientifique est assez massif. Il y a un danger. Et s'appuyer sur ce type de contraintes pour dire, bien voilà, on va effectivement construire en quelque sorte une auto-limitation, en particulier des impacts de nos sociétés sur l'environnement et sur l'environnement global, et que c'est à partir de là qu'on va voir, si on prend au sérieux ces contraintes, on va voir ce qu'il faut changer. Il va falloir probablement changer notre fiscalité. Il va falloir probablement prendre le vélo, même quand il pleut. J'en sais quelque chose, je suis arrivé en vélo tout à l'heure, c'était un peu humide, effectivement. Mais c'est donc, voilà, je pense qu'il est important, en effet, si on pouvait changer de paradigme, mais comment ? Et alors c'est le débat culturel, certes, mais on peut aussi prendre au sérieux un certain nombre de contraintes et regarder à partir de là ce qu'il faut modifier dans nos sociétés. Juste un mot sur nos collègues chinois. Ils sont en train de mettre en Chine, dans 7 provinces ou villes-provinces, ils sont en train de mettre des systèmes de permis d'émission négociables avec des quotas qui limitent les quantités d'émissions qui sont prises en compte. Et ils sont en train d'étudier comment ça marche, comment ils vont pouvoir généraliser ça à l'ensemble de la Chine. Voilà le type de démarches qui peuvent conduire à réellement changer les choses assez concrètement. En théorie, j'ai 3 questions. Monsieur le directeur, vous m'accordez 4 minutes encore ou pas ? C'est bon ? Super. Bonsoir. Oui, vous avez été plusieurs à mentionner dans les objectifs concrets la rénovation de l'habitat avec 500 000 logements par an. Et en même temps, vous avez tous reconnu qu'on ratait déjà l'objectif. Alors, ce n'est pas vraiment une question de technologie, puisqu'elle est là. Ce n'est pas une question de main-d'œuvre, parce qu'on n'en manque pas. Ce n'est pas une question d'argent, il est presque gratuit aujourd'hui. Vous avez parlé de rentabilité. Quel est le point principal bloquant pour ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour revenir sur l'objectif? Merci. Est-ce qu'il y a un micro là pour monsieur? Encore? Le micro, ils sont déjà... Non, oui. Juste là, très rapidement. Qui veut répondre alors rapidement à... Bon, je pense que c'est plus compliqué. Enfin... Clairement, c'est l'argent. C'est des bêtes contingences matérielles. Sur la formation, on sait qu'on a encore beaucoup à faire, parce que faire des chantiers de rénovation et les chantiers écolos en général demandent plus de préparation en amont, demandent plus de coopération et de coordination entre les différents acteurs. Donc c'est plus compliqué, on sait qu'on a de la route, mais on va dire que ça avance. À chaque nouvelle réglementation, tout le monde hurle et puis finalement tout le monde le fait. Donc ça marche. Mais clairement c'est l'argent. Même si l'argent est pas cher, façon de parler, hein, parce que l'argent est jamais cher, c'est du papier. Hein. Enfin du papier même pas, c'est une écriture électronique. Mais c'est ça. Nous, notre situation financière, pour vous dire en 2 mots à la ville de Grenoble, on a un budget des dépenses de fonctionnement de 250 millions d'euros. L'État nous en a déjà enlevé 2 cette année, va en enlever 15 dans les 3 prochaines années, même plus. J'ai appris hier que ce serait peut-être 6 par an, donc je vais perdre 20 millions de dotation sur les 250 qui sont aujourd'hui mes dépenses. Donc 20 millions de dotation, pour donner une échelle, c'est 80% des subventions qu'on accorde aujourd'hui au monde culturel, sportif, associatif en général, toutes les subventions qu'on accorde, c'est 80% de notre action sociale, c'est ça l'échelle. Donc, et donc si je réduis pas à ça, eh ben j'enfreins des règles légales, puisque les collectivités sont soumises à des bêtes règles légales, mais qui fait que je ne peux pas emprunter typiquement pour mon fonctionnement. Et donc je suis mis sous tutelle du préfet, et je suis pas sûr que le préfet va mener exactement la politique que j'ai envie de mener. Voilà. Donc je suis obligé de m'adapter pour passer entre les gouttes et se dire comment je vais avoir ce potentiel d'action politique qui me permette de continuer à mener les grands projets que nous souhaitons mener. Et puis après, une fois qu'on en est là, même si je récupère des sous, je me dis comment... Finalement, je reprends mon exemple. Hein, aujourd'hui, à la Villeneuve, vous avez un appart de 100 mètres carrés pour 80 000 euros. Comment je fais, propriété privée, comment je fais aujourd'hui pour dire que la copropriété, elle décide de lancer des travaux? C'est un acteur privé. Il faut qu'on trouve aujourd'hui ces mécanismes d'ingénierie financière. À la région Rhône-Alpes, on avait commencé avec Benoît Leclerc, le vice-président à l'énergie. On a créé différents outils, un pour les collectivités publiques, un deuxième pour les tiers financements privés, mais il nous reste encore à inventer, savoir comment on finance une copropriété, sachant que l'horizon
de retour sur investissement d'un acteur privé, il est assez court. On va dire que même pour votre maison, c'est 20-25 ans. Et un horizon énergétique, parfois, c'est 30-40 ans. Et ben, il faut trouver la mécanique qui fait que, sans qu'on passe au modèle dictatorial chinois, qui marchera très bien. Je dis ça parce qu'à Shanghai, ils voulaient... Non, mais ça marche bien, la dictature éclairée. Quand, mais bon, c'est pas très stable comme système. Mais où tout d'un coup, ils disent qu'ils veulent plus de voitures à Shanghai. Bah, la carte grise coûte le prix de la voiture. Bon, ça a un impact. Nous, on ne peut pas tout à fait faire ça. Et donc, je ne peux pas aller voir les gens qui aujourd'hui n'ont pas de sous en disant bah, vous n'avez pas de sous, bah, c'est pas grave, vous allez être obligé de faire les travaux quand même. Voilà. Donc, c'est un bête frein financier. Oui, Short. très short. Enfin, juste la dictature éclairée, ça marche bien, mais il faut savoir qui définit l'intérêt général qui est servi. Mais enfin, ça... non, moi je voulais juste très rapidement revenir sur la remarque qui a été faite tout à l'heure à propos de la taxe carbone, enfin, et du fait qu'une économie ne peut pas, à elle toute seule, taxer le carbone. Bah, c'est pas vrai, parce que la Suède le fait depuis très longtemps, à 30 tonnes l'euro. Et quand vous allez en Suède, je pense que c'est un pays qui a su conserver un tissu industriel bien plus vivace que le tissu industriel français. Donc là, je rejoins ce que disait Éric Piolle. Je crois qu'il y a un vrai problème culturel en France, et notamment dans nos entreprises. Patrick Riquet disait, moi je suis un collaborateur du GIEC aussi, Patrick disait tout à l'heure en introduction que à la première rapport du GIEC, les scientifiques n'étaient pas trop sûrs de ce qu'on pouvait dire sur le changement climatique. En fait, bon, on était déjà assez sûrs de nous, et ce qui est un peu désespérant, c'est qu'en fait, on ne dit rien de plus. Depuis 20 ans, on n'a rien ajouté. Ce qu'on a dit dans le premier rapport en 1990, on le dit encore aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il y a vraiment un combat à mener au sein du monde industriel français sur ces questions-là. C'est une révolution culturelle, à mon avis, qui est à faire. Je ne voudrais pas finir sur cette note négative, parce qu'on pourrait très bien dire aussi, peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Moi, je regarde que l'administration américaine a quand même changé du tout au tout. L'administration Bush ne reconnaissait absolument pas qu'il y avait un changement climatique. L'administration Obama est en train de faire ce qu'elle peut, en dépit d'un Congrès qui est plutôt réticent, pour prendre un certain nombre de mesures. Donc, je peux juste répondre, parce que vous êtes un peu mis en cause quand même. Un tout petit peu, mais c'était gentil. Hein, c'était gentil. Oui, c'est gentil. Oui. Non, juste dire que, voilà, pour bien faire comprendre le point de vue des entreprises, c'est plutôt ça. L'entreprise, elle ne va pas, enfin pour ce qui concerne le groupe Total en tout cas, ni freiner, ni édulcorer, ni même récupérer. Nous, comme quoi le tweet, ce qu'on va faire, on fait du solaire depuis 1983 en fait, hein, mais c'est resté petit. Pourquoi ? Parce que le marché du solaire était petit, que le solaire était cher et que ça s'adressait à des niches finalement, les activités de niche, c'est-à-dire le hors réseau. C'est-à-dire c'était ça qu'on fournissait avec le solaire. On l'a travaillé pendant 30 ans de cette manière-là. Il a fallu que les coûts du solaire chutent, que la technologie progresse pour qu'on réussisse à avoir un marché. Et pourquoi on est maintenant aussi engagé dans le solaire pour être numéro 3 mondial, c'est pas parce que on veut récupérer, c'est parce que c'est devenu un business. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant de faire de l'industrie avec le solaire. Donc on peut s'engager et vendre ça à nos actionnaires. Il faut que nos actionnaires nous suivent aussi. On ne peut pas s'engager dans des activités qui perdraient de l'argent. Donc on fait ça à cette échelle-là maintenant, parce que c'est devenu une activité rentable, tout simplement. Alors, Total n'est pas... Alors, c'est vrai qu'il y a des compagnies pétrolières, pour parler de la culture, il y a des compagnies pétrolières qui ont pris des positions, plus ou moins publiques ou plus ou moins cachées, plutôt climato-sceptiques. Ça n'a jamais été le cas du groupe Total, et ça on le doit à Thierry Desmarais, précédent président, mais à celui qui a succédé aussi, Christophe de Margerie. Total n'a jamais contesté aucune conclusion des rapports du GIEC. Ce qu'on demande, nous, c'est qu'on nous fasse des règles du jeu où on peut vivre. On peut travailler, on ne demande que ça. Simplement, il faut que ce soit suffisamment partagé par nos concurrents, notamment, pour pas qu'on ait à fermer nos usines en Europe, si jamais c'était le cas. Voilà. On m'a demandé la parole, M. Criqui. Alors, un mot de fin, et après je... C'est sur cette question du prix du carbone pour les entreprises. Le jour où il y aura un prix du carbone également en Chine, la question se posera tout à fait différemment. Donc il faut tout faire pour que ce prix du carbone soit le plus rapidement possible étendu à l'ensemble des pays et à l'ensemble des acteurs économiques. Merci infiniment. Alors, je voudrais remercier d'abord les intervenants, et en particulier Monsieur le maire Éric Piolle, de s'être prêté à l'exercice. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez bien les applaudir.
remercier encore une fois le directeur de l'INP NC Cube de nous avoir accueillis et vous. Et vous d'être restés jusqu'à 20h10. Merci infiniment de votre patience. Merci.